Bonjour, nous sommes le dimanche 5 juin 2016. Je reviens sur l'ouvrage d'Emmanuel Todd, que j'ai déjà commenté, qui est Charlie, Sociologie d'une crise religieuse aux éditions du Seuil. Et en le lisant, et bon, moi encore tout à l'heure je l'ai dit dans une autre émission, ce qui est important c'est ce que ça nous fait réfléchir et pas forcément ce qui est dit dans l'ouvrage. Ce que ça inspire. Pour moi, un ouvrage doit inspirer, même si ça inspire tout à fait autre chose, c'est une source d'énergie. Et il a abordé largement la question de l'islam. Et je me suis aperçu, en écoutant cela, enfin en lisant cela, que la question se pose sur deux registres. La visibilité physique, qui concerne plutôt les Arabes, et vous savez qu'il y a des Arabes chrétiens, et la visibilité du discours. Je peux parler de visibilité du discours. C'est-à-dire ce que dit l'islam. Et vous avez compris, je crois, où je veux en venir. On peut être gêné, je veux dire que les hommes, pour prendre les problématiques masculin-féminin, les hommes seront interpellés par la différence physique, l'apparence, le type de visage, qui permet de reconnaître les Arabes, hommes et femmes. Par-delà toute considération de discours religieux. Mais il y a aussi la question de la langue qui se pose, qui est également quelque chose de manifeste, par-delà le contenu des propos. Donc il y a une visibilité brute, comme ça. Ils sont différents et ils parlent autrement. Et puis, il y a l'autre voix qui est féminine, qui est, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils disent? On va regarder dans le Coran, on va étudier les déclarations de tel et tel leader musulman, et on va tomber dans ce qu'on appelle maintenant l'islamophobie, qui n'est pas la même chose que l'arabophobie. Alors, est-ce que c'est plus grave? Est-ce que c'est moins grave? Je n'en sais rien. Mais ce sont deux problématiques, d'ailleurs, qui peuvent se recouper, se rejoindre, mais qui sont quand même nettement distinctes. L'arabophobe, il se fout totalement que la personne soit musulmane. Le fait de parler arabe, le fait d'avoir un certain faciès, une certaine couleur de peau, si on peut dire, parce qu'eux-mêmes ne se considèrent pas forcément comme blancs, bien sûr par opposition aux Noirs d'Afrique, le sont, mais pas totalement pour autant. Et rappelons que le mot pied noir ne renvoie pas du tout à la noirceur, mais aux chaussures des Occidentaux. Chaussures noires. D'où le mot pied noir, ça n'a rien à voir avec la noirceur de l'Afrique. Et donc l'arabe, il est différent. Physiquement, tout comme la femme est différente physiquement, tout comme les gens qui ont un certain âge sont différents physiquement, tout comme les jeunes sont différents physiquement, etc. etc. Physiquement, c'est aussi éventuellement une façon de s'habiller. Donc ça pourrait en rester là. Et puis, il y a l'autre approche qui j'appellerais plus féminine, en disant, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce que c'est que ces déclarations qu'ils font? Et là, on est dans l'islamophobie. Et non pas dans ce qu'on pourrait appeler la xénophobie, qui concerne davantage l'apparence des choses. Le regard, qui blesse le regard, alors que l'islamophobie, elle blesse l'intelligence, elle blesse la culture, si on veut. Voilà la problématique. Ça n'a pas été dit clairement par d'autres.
ça m'a inspiré ces réflexions. Ça n'a pas été dit assez clairement, même s'il reconnaît qu'à une certaine époque, on ne s'intéressait pas tellement à l'islam, mais aux Arabes. Et on les distinguait. Et après, on a quitté le problème des Arabes pour s'intéresser à l'islam. Et d'où l'islamophobie. Pour moi, ce sont deux problèmes totalement différents. Moi, ce que les gens disent, en tant qu'homme, je dirais que ce que les gens disent, ça ne m'intéresse pas énormément, parce que je trouve que les gens peuvent dire un peu ce qu'ils veulent, et ce ne sont que des paroles, et j'ai tendance à relativiser l'importance des paroles, des mots surtout, des mots. Et inversement, moi, ce qui me gêne, ce qui m'interpelle, c'est la différence, le choc physique. À tous les niveaux, je répète, pas seulement pour les Arabes, par exemple, je me suis beaucoup plaint, malheureusement, je suis obligé de le dire, j'ai déjà dit, on me le reprochera, du spectacle des femmes âgées, par exemple, dans une réunion. Des réunions, même à la synagogue, l'autre jour, il me faut, le spectacle des publics était consternant. C'était des ruines, des gens dont la beauté était abîmée, je parle surtout des femmes. Hein. Et ça me contrarie. Ça me contrarie beaucoup plus, pour dire la vérité, que le spectacle des Arabes dans la rue. D'abord parce qu'ils ne se retrouvent pas massivement, comme dans ce genre de réunion. Et puis parce qu'il y a de très belles femmes arabes, ce qui d'ailleurs explique en partie les mariages mixtes. Et dont parle énormément Todd, et fait qu'effectivement, bon, les femmes sont très... Et c'est ce que Todd n'a pas compris. Il insiste beaucoup sur la notion de mariage mixte. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont les femmes qui sont appréciées en France. Les femmes arabes. Elles sont appréciées par leur beauté. Et les femmes ont toujours été... Il y a toujours eu des mariages mixtes. D'ailleurs, c'est une plaisanterie. Même quand Louis XVI, le futur Louis XVI, épouse Marie-Antoinette, c'est un mariage mixte entre un Français et une Autrichienne. Donc il n'a pas du tout compris la question de l'exogamie. L'exogamie fait qu'une femme va effectivement s'intégrer beaucoup plus facilement qu'un homme. Donc quand on nous parle de mariage mixte, il faudrait savoir qui épouse qui. Si c'est la femme qui épouse un Européen, si on veut, dans le cas des Arabes, ou si c'est un Arabe qui épouse une Européenne. Et ça, à mon avis, il ne le dit absolument pas. Donc, lui qui se veut sociologue, anthropologue, etc., il ne prend même pas en compte la question de l'exogamie, qui est un phénomène extrêmement général, dont la population arabe n'est pas exempte, elle contribue aussi à cette exogamie, bien entendu, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout comparé le phénomène exogamique. Alors, c'est vrai que chez les juifs, puisqu'il parle beaucoup des juifs et du fait qu'ils ne sont pas assez exogamiques à son goût, chez les juifs, on est plus dans l'endogamie que dans l'exogamie, peut-être jusqu'à un certain point. Bon, ça c'est un fait que, effectivement, il y a bon, quoique les juifs eux-mêmes se plaignent de l'importance des mariages mixtes, entre parenthèses, ça c'est bien connu. Hein. Il y a parfois, on dit qu'aux États-Unis, il y a plus de 50% de mariages mixtes entre juifs et non-juifs. Mais là encore une fois, faut-il se demander si ce sont des mariages mixtes où c'est la femme juive qui va épouser. Moi je dis que dans beaucoup de ces mariages mixtes, ce sont les femmes qui constituent le gros de ces mariages mixtes. Et les hommes, eux, ils ne cherchent pas le mariage mixte. D'un autre côté, c'est plus compliqué que cela. Parce que le mariage mixte ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de conversion. Une femme qui épouse un juif, elle entre dans son système à lui, quelque part. Donc Todd n'a pas du tout maîtrisé cette problématique du mariage mixte dont il parle de manière un petit peu légère, en quelque sorte. Le mariage mixte n'est pas un signe nécessairement d'intégration. Au contraire, ça peut être un signe
d'expansion de la communauté en question. On dit toujours la mariage mixte, c'est la déperdition identitaire, mais pas forcément. Moi, je considère que un juif qui épouse une femme qui n'est pas juive, il ne sort pas de la communauté juive. Ça, c'est un débat aussi. Alors, on va dire, oui, mais ses enfants ne seront pas juifs. Mais ça, c'est un défaut de fonctionnement qui d'ailleurs a été remis en question par les juifs laïcs, par les juifs libéraux, etc. On ne va pas se polariser sur cette question d'une certaine loi qui veut qu'on n'est plus juif si on n'a pas une mère juive, ou il faut se reconvertir, etc. Bon, ça c'est un problème, je suis d'accord. Et un problème qu'il va falloir résoudre au sein de la communauté juive, parce que c'est un problème purement interne à la communauté juive. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Donc en effet, je dis, non, le mariage juif n'est pas un signe d'intégration. Un, parce que quand c'est une femme qui épouse un juif, elle va entrer dans la famille du juif. Et deux, quand c'est une femme juive qui épouse un non-juif, eh bien on est dans un processus d'exogamie. Voilà. Donc pour revenir à notre affaire, puisqu'on parle du monde arabe, effectivement, moi personnellement, ça m'énerve d'entendre parler dans les transports en commun arabes ou kabyles. Ça m'énerve, je reconnais. Mais c'est pas du tout parce que il tiendrait des propos séditieux ou insupportables, absolument pas. C'est à un autre niveau, plus viscéral, que ça se passe. Et au fond, bon, bah, il faut s'en faire une raison. Hein. Il y a aussi des. Nous vivons dans le multiculturalisme. C'est pas une question de multiculturalisme, c'est les faciès. Nous croisons des gens, des types africains, nous croisons des types asiatiques, nous croisons des types arabes. Voilà, voilà, c'est tout. C'est une question de. C'est pas dramatique. Ça, on peut tout à fait, je crois, la société française peut parfaitement l'accepter. Parce qu'au niveau masculin, justement. Le masculin, bon, on dit, bon voilà, bon, effectivement, il y a une diversité physique. Les femmes, elles, vont plus s'intéresser aux propos, au discours. Et là, il y aura d'autres problèmes plus graves de censure de ce qui est dit, de ce qu'on a le droit de dire, etc. Ce qui renvoie d'ailleurs à l'affaire Charlie, justement. Une chose est d'accepter dans une société la diversité des faciès, des visages, des âges. Mais ça aussi, il faudrait quand même réguler un petit peu. Et d'ailleurs, les femmes, on les met dans des maisons de retraite, par exemple, des choses comme ça. Ma mère, j'ai fréquenté beaucoup dans ces maisons de retraite où il y avait un certain paysage féminin qui était quand même assez particulier. Il faut l'accepter. À partir du moment où on va dans ces endroits-là, on sait à quoi s'attendre. Maintenant, qu'on aille dans d'autres endroits, comme des réunions publiques, des concerts, des soirées, ceci, et qu'on voit des visages aussi nombreux, aussi marqués par une certaine forme de corruption des traits, de désinvolture, j'en ai déjà parlé par ailleurs, comment les femmes peuvent-elles se laisser aller à une sorte d'enlaidissement, alors que dans leur enfance, elles étaient beaucoup plus belles. Pourquoi? Bon, c'est une question qu'on peut se poser.